Maintenant tu sauras comment frimer avec ton salaire, m'a dit ma mère après avoir vidé mon compte de 14 000 $. Je m'appelle Adrian, j'ai 26 ans et je suis développeur de logiciels à Boston. Pendant 2 ans, j'ai économisé 14 000 $ pour l'acompte de mon premier appartement. Hier, je suis rentré chez moi, enthousiaste à l'idée d'une annonce de prime au travail. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon compte en banque complètement vide. Maintenant, tu sauras ce que ça fait de frimer avec ton salaire, a dit ma mère avec un sourire narquois. Mon père a souri. Retourne travailler. On prévoit un voyage à Tokyo avec ton prochain salaire. Puis ma sœur est entrée, tenant les clés d'une voiture neuve. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et, avant de continuer cette histoire folle, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Grandir dans la banlieue du Massachusetts n'a pas été facile avec mes 4 parents. Ils étaient la définition de la classe moyenne en apparence, mais derrière les portes closes, ils luttaient constamment avec leurs finances. Le plus étrange, c'est qu'ils avaient trop de fierté pour accepter l'aide de qui que ce soit. Mon père, vendeur dans un magasin de meubles local, rentrait à la maison en se plaignant des factures, mais refusait l'aide de son propre frère. Maman travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et gérait les finances de la famille, si on peut appeler ça comme ça. La plupart du temps, il s'agissait de jongler pour savoir quelle facture payer en retard ce mois-ci. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais le gagner moi-même. À 16 ans, j'ai eu mon premier emploi en emballant les courses au supermarché du coin. Quand les candidatures pour l'université sont arrivées, mes parents m'ont assis pour « la conversation ». Pas sur les oiseaux et les abeilles, mais sur le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'université. Pas de fonds pour les études, pas d'économie, rien. Ils avaient l'air déçus, mais pas autant que moi. On a toujours pensé que les choses s'amélioreraient financièrement, a expliqué papa, sans me regarder dans les yeux. Mais la vie est ainsi faite. Cet été-là, j'ai cumulé 2 emplois et j'ai postulé à toutes les bourses imaginables. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, j'ai choisi l'université d'État qui offrait le meilleur programme d'aide financière. Même avec ça, j'ai contracté des prêts et travaillé 20 heures par semaine au service informatique du campus tout en suivant un cursus complet en informatique. Ma relation avec mes parents s'est distanciée pendant ces années. Ils appelaient rarement pour prendre de mes nouvelles, mais quand ils le faisaient, la conversation tournait inévitablement autour de leurs problèmes financiers. La chaudière est en panne, ou la voiture de papa a besoin d'une nouvelle transmission. J'ai appris à changer rapidement de sujet. Après mon diplôme, j'ai décroché un poste de programmeur débutant dans une start-up technologique à Boston. Le salaire n'était pas incroyable, mais c'était suffisant pour louer un petit studio et commencer à rembourser mes prêts étudiants. Plus important encore, je pouvais enfin commencer à économiser pour quelque chose qui comptait pour moi, ma propre maison. Mon style de vie était modeste à tous points de vue. Mon appartement faisait à peine 45 mètres carrés, avec des meubles provenant principalement de friperies et de dons. Je conduisais une Honda de 12 ans avec plus de 240 000 km au compteur. Pendant que mes collègues se faisaient plaisir avec des dîners chics et des week-ends d'escapade, je préparais mes déjeuners et suivais chaque dollar dans un tableur. Pendant 2 ans, j'ai vécu de cette façon, regardant mes économies atteindre lentement 14 000 $. Ma sœur cadette, Emma, était une toute autre histoire. De 3 ans ma cadette, elle avait en quelque sorte échappé aux leçons de responsabilité financière qui m'avaient été imposées. Maman et papa se pliaient en 4 pour lui donner tout ce qu'elle voulait, des cours de danse, une voiture pour son 16e anniversaire, et ils payaient même sa facture de téléphone portable bien après ses 20 ans. Quand elle a décidé que l'université n'était pas son truc après un semestre, ils n'ont pas sourcillé. Elle est retournée vivre à la maison et a pris un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements, dépensant la majeure partie de son salaire en habits et en sorties avec des amis. Je ne lui en ai jamais voulu pour ce traitement inégal. Au contraire, j'avais de la peine pour elle. Elle n'avait jamais appris l'autonomie ou la satisfaction de gagner quelque chose par un travail acharné. Mais je maintenais une certaine distance avec elle. Nos vies et nos valeurs étaient tout simplement trop différentes. Il y a 3 semaines, tout a changé. J'ai été convoqué dans le bureau de mon patron, m'attendant à la réunion habituelle de mise à jour de projet. Au lieu de cela, il m'a annoncé que j'étais promu au poste de développeur senior avec une augmentation de salaire de 20%. Tu l'as mérité, Adrian, a-t-il dit en me serrant la main.
Ton éthique de travail est exceptionnelle et l'équipe apprécie tes contributions. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon tableur budgétaire. Avec l'augmentation, je pouvais atteindre mon objectif d'acompte de 25 000 $ en 6 mois. Pour la première fois, l'accession à la propriété me semblait à portée de main, un petit condo, rien d'extraordinaire, mais à moi. Le lendemain, j'ai fait une erreur stupide. Je mettais à jour mon journal de mots de passe, un vrai carnet physique où je gardais tous mes mots de passe, cachés dans le tiroir de mon bureau. À l'ancienne, je sais, mais je n'ai jamais fait confiance au gestionnaire de mots de passe numériques. J'ai noté mon nouveau mot de passe bancaire, n'imaginant jamais que quelqu'un pourrait le trouver, et encore moins l'utiliser. 2 jours plus tard, maman a appelé, ce qui arrivait rarement à moins qu'elle ait besoin de quelque chose. Adriane, chérie, on a entendu parler de ta promotion par l'ami d'Emma qui travaille dans ton immeuble. On est si fiers. Papa et moi voulons venir te voir ce week-end pour fêter ça. J'étais méfiant, mais aussi plein d'espoir. Peut-être qu'il reconnaissait enfin mes réussites. Peut-être que notre relation pourrait évoluer vers quelque chose de plus sain. Bien sûr, ai-je accepté. Je pourrais préparer le dîner samedi. Oh, non. On t'emmène dans un endroit sympa. C'est nous qui invitons, a-t-elle insisté. Tu le mérites. Ce samedi-là, j'ai travaillé tard pour finaliser un projet. Quand je suis rentré vers 19 h, j'ai été surpris de trouver non seulement mes parents, mais aussi Emma dans mon appartement. Ils étaient entrés avec le double des clés que je leur avais données pour les urgences. La table était mise avec de vrais verres à vin, pas les miens. Ils devaient les avoir apportés. Et papa était en train de déboucher une bouteille qui coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement en vin en un mois. Voilà notre grand ponte de la tech, a crié papa quand je suis entré. Maman m'a serré fort dans ses bras. On a commandé chez l'Italien du coin. La nourriture devrait arriver d'une minute à l'autre. Emma était affalée sur mon canapé, faisant défiler son téléphone. Félicitations, frérot, a-t-elle dit sans lever les yeux. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai repoussé ce sentiment. Peut-être qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Peut-être que c'était le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Si seulement j'avais écouté mon instinct. Le livreur est arrivé avec assez de nourriture pour nourrir 8 personnes, pas 4. Papa a insisté pour payer avec panache, sortant une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Nouvelle carte, ai-je demandé nonchalamment. Juste arrivé par la poste, a-t-il répondu avec un clin d'œil. Meilleur programme de récompense. Nous nous sommes installés autour de ma petite table, nous serrant avec la quantité excessive de nourriture entre nous. Maman a versé de généreux verres de vin pour tout le monde et papa a levé son verre, à Adriane, qui gravit les échelons et nous rend fiers. La conversation s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, semblaient intéressés par mes projets et n'ont pas mentionné une seule fois leurs problèmes financiers. C'était surréaliste, comme dîner avec des versions de mes parents venus d'un univers alternatif. Alors, quand est-ce que tu vas quitter ce placard, a demandé papa, en désignant mon petit appartement. En fait, j'économise pour un acompte, ai-je dit, ressentant un rare moment de fierté. Je me rapproche de mon objectif. Maman et papa ont échangé un regard rapide que je n'ai pas pu interpréter. C'est bien notre garçon, a dit maman en me tapotant la main. Toujours aussi responsable. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. C'était mon application bancaire, confirmation de retrait. 14 000 $. Merci pour votre transaction. Mon estomac s'est noué. Je n'avais fait aucun retrait. Excusez-moi, ai-je marmonné en m'éloignant de la table. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'application et me suis connecté. Le solde de mon compte d'épargne affichait 46,78 $, juste les restes des 14 000 $ que j'avais mis 2 ans à accumuler. Le retrait avait eu lieu il y a 3 heures, alors que j'étais encore au travail. Je me suis précipité vers la table, le cœur battant. Est-ce que l'un de vous a accédé à mon compte en banque aujourd'hui, ai-je demandé, la voix tremblante. Maman s'est tamponné la bouche avec une serviette, parfaitement calme. Ne sois pas si théâtrale, Adriane. Toutes mes économies ont disparu. 14 000 $ retirés aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Papa s'est adossé à sa chaise, faisant tourner son vin. Considère ça comme une leçon de vie, fiston. Je n'en croyais pas mes oreilles.
Une leçon de vie? C'est mon argent. L'argent pour lequel j'ai travaillé. L'expression de maman s'est durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Maintenant, tu sauras ce que ça fait de frimer avec ton salaire. La prochaine fois, tu penseras peut-être à aider ta famille avant de faire des folies pour un condo. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment avez-vous même eu accès à mon compte? Ton petit carnet de mots de passe n'était pas difficile à trouver, a glissé Emma depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone. Maman m'a demandé de jeter un œil quand je suis passé le mois dernier. Le mois dernier, Emma s'était arrêtée à l'improviste, prétendant être dans le quartier. Elle avait demandé à utiliser ma salle de bain et était partie pendant près de 15 minutes. Je n'y avais rien vu d'étrange à l'époque. Tu as fouillé dans mes affaires, ai-je demandé, la trahison me coupant plus profondément à chaque seconde. Papa a fait un geste dédaigneux. Ne sois pas si sensible. On t'a élevé, habillé. On t'a mis un toit sur la tête pendant 18 ans. Tu nous dois bien ça. Vous devoir quelque chose? Je me suis payé mes études. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Et maintenant, tu t'en sors bien pendant que nous, on galère, a répliqué maman. Ce n'est pas comme ça que ça marche une famille, Adriane. Une famille, ça s'entraide. L'aide, c'est quelque chose qu'on demande, pas quelque chose qu'on vole. Je criais maintenant, incapable de contenir ma colère. Papa s'est levé, pointant un doigt vers moi. Surveille tonton, mon garçon. Ce n'est pas parce que tu as un boulot chic que tu es meilleur que nous. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Qu'avez-vous fait de mon argent? Eh bien, a commencé maman, l'air soudainement satisfaite d'elle-même, on a payé quelques factures, acheté quelques nécessités. Comme quoi, les jeux interrompus. Maman a désigné sa tenue. Cette blouse était en solde, et j'ai acheté de nouveaux clubs de golf pour ton père. Il les mérite après avoir travaillé si dur toutes ces années. Et on prévoit de petites vacances, a ajouté papa. Ça fait des années qu'on est parti nulle part. À Tokyo, ai-je dit d'un ton neutre, me souvenant de son commentaire précédent. Avec mon prochain salaire, en plus. Apparemment. Il a eu l'audace de sourire. Voilà, tu commences à comprendre. Tu gagnes tellement d'argent maintenant, ça ne te manquera même pas, juste à ce moment-là, Emma s'est levée et a agité un trousseau de clés. Et merci pour la mise à niveau, frérot, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Mon ancienne voiture était une vraie épave. J'ai fixé les clés, incrédule. Vous lui avez acheté une voiture avec mon argent? Juste une Honda d'occasion, a dit maman sur la défensive. Rien d'extraordinaire. C'est une Civic de 2 ans, s'est vanté Emma. Bien mieux que ce tas de ferraille que tu conduis. La pièce a commencé à tourner. Ma propre famille avait conspiré contre moi, volé mes économies, et s'attendait maintenant à ce que j'accepte la situation. 2 ans de sacrifices partis en un après-midi, dépensés en club de golf, en vêtements, en une voiture pour ma sœur et en vacances pour mes parents. Je veux récupérer mon argent, ai-je dit, la voix basse et menaçante. La totalité, maintenant. Maman a ri. A littéralement ri. Ne sois pas ridicule, Adriane. C'est dépensé. Alors vendez la voiture. Rendez les clubs. Annulez le voyage. Pas possible, a dit papa fermement. Mais bon, avec ta nouvelle promotion, tu vas vite le reconstituer. Sortez, ai-je murmuré. Qu'est-ce que tu as dit, a demandé maman, les yeux plissés. Sortez de mon appartement, maintenant. Ma voix tremblait de rage. Écoute-moi bien, a commencé papa, mais je l'ai coupé. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Vous m'avez volé. Vous avez trahi ma confiance. Sortez avant que j'appelle la police. Maman s'est levée, ramassant son sac à main. La police? Pour tes propres parents? Tu n'oserais pas, mettez-moi au défi. Emma, sentant enfin la gravité de la situation, s'est dirigée vers la porte. On devrait peut-être y aller. C'est comme ça que tu nous traites après tout ce qu'on a fait pour toi. Le visage de papa était rouge de colère. Laissez votre clé, leur ai-je dit. Vous n'avez plus la permission d'entrer chez moi. Très bien, a claqué maman en jetant sa clé sur la table. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras à quel point la vie est solitaire sans famille. Papa s'est penché près de moi en passant.
C'est ton appartement. C'est drôle, je croyais que c'était moi qui avais co-signé le bail parce que ton crédit n'était pas assez bon. Un seul appel au propriétaire. Je n'y avais pas pensé. Papa avait en effet co-signé mon bail quand j'ai emménagé, avant que j'aie un bon historique de crédit. Tu ne ferais pas ça, ai-je dit, mais le sourire sur son visage me disait qu'il le ferait sans hésiter. Dehors d'ici demain, a-t-il dit, où on verra à quel point ton super boulot compte quand tu seras à la rue. Ils sont partis en claquant la porte derrière eux. Je suis resté dans mon appartement, entouré de nourriture à moitié mangée, de verres à vin qui n'étaient pas les miens, et avec la connaissance dévastatrice que ma propre famille m'avait systématiquement trahi. Je me suis laissé glisser au sol, le dos contre le mur, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas rester dans mon appartement cette nuit-là. Les murs semblaient se refermer sur moi, chaque coin ravivant un nouveau souvenir de trahison. J'ai fait un sac pour la nuit, pris mon ordinateur portable et réservé une chambre dans un hôtel bon marché du centre-ville. 49$ la nuit, que je ne pouvais plus vraiment me permettre, mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Allongé sur le lit raide de l'hôtel, fixant les taches d'humidité au plafond, les souvenirs ont afflué. Papa empruntant les 20$ que j'avais gagnés en tondant des pelouses à 12 ans, promettant de me rembourser le jour de paie. Il ne l'a jamais fait. Maman prenant l'argent de mon anniversaire pour le mettre dans ton fonds d'études, un fonds dont j'ai appris plus tard qu'il n'avait jamais existé. Le schéma était là depuis le début. J'étais juste trop jeune pour le reconnaître, et plus tard, trop plein d'espoir que les choses aient changé. Le sommeil m'a fui. Vers 3h du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rechercher mes options légales. Accès bancaire non autorisé, vol, fraude. Il devait sûrement y avoir un recours possible. J'ai rédigé un email à ma banque expliquant la situation, puis je suis tombé dans un sommeil agité juste au lever du jour. La réponse de la banque est arrivée en milieu de matinée. Comme le mot de passe avait été utilisé pour l'accès, et comme je n'avais aucune preuve que je ne l'avais pas partagé volontairement avec mes parents, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils m'ont suggéré de porter plainte si je pensais qu'un crime avait été commis. Un crime commis par mes propres parents. Pouvais-je vraiment faire ça? Malgré tout, un sens profondément ancré de la loyauté familiale me retenait. Ils m'avaient élevé, aussi imparfaitement soit-il. Pouvais-je vraiment les voir se faire arrêter? J'ai appelé mon ami Zach, la seule personne en qui j'avais assez confiance pour partager cette situation humiliante. Ils ont fait quoi? A-t-il explosé après que je lui ai expliqué. Adrian, c'est du vol pur et simple. Je sais, ai-je soupiré. Mais ce sont mes parents. Non, a dit Zach fermement. Les parents protègent leurs enfants. Ils ne les dépouillent pas. Tu dois parler à un avocat. Il avait raison. J'ai trouvé un bureau d'aide juridique qui offrait des consultations gratuites de 30 minutes et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. L'avocate, une femme nommée Mélissa, aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique, a écouté attentivement mon histoire. Malheureusement, a-t-elle dit quand j'ai fini, c'est juridiquement compliqué. Puisqu'ils ont utilisé votre mot de passe, la banque ne le reconnaîtra probablement pas comme un accès non autorisé. Et comme ce sont des membres de votre famille, cela devient une question de parole contre parole pour savoir si vous leur avez donné la permission. Alors ils s'en sortent comme ça après avoir volé 14 000$, ai-je demandé, incrédule. Pas nécessairement. Vous avez deux options, porter plainte et engager des poursuites pour vol, ou intenter une action civile pour récupérer les fonds. Laquelle recommanderiez-vous? Elle s'est adossée, réfléchissant. Honnêtement, essayez encore une fois de résoudre ça directement avec votre famille. Si ça échoue, la voie civile pourrait être la meilleure. Les accusations criminelles contre des membres de la famille peuvent devenir compliquées, et les procureurs hésitent parfois à poursuivre ce qu'ils considèrent comme des conflits familiaux. J'ai quitté son bureau le cœur lourd. Je devais prendre une décision. Soit faire une croix sur l'argent, le considérant comme une leçon coûteuse sur la confiance, soit prendre une position qui pourrait rompre définitivement ma relation avec ma famille. En retournant à mon hôtel, mon téléphone a vibré avec des textos de ma mère. Ton père a parlé au propriétaire. Tu as jusqu'à vendredi pour déménager. Ne rends pas les choses difficiles, Adrian. Une famille, ça s'entraide. Appelle-nous quand tu seras calmé. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste l'attente que je me calme et que j'accepte leur vol comme un comportement familial normal.
Quelque chose s'est durci en moi. Il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de respect, de limites et de conséquences. J'ai répondu par texto, je serai parti d'ici vendredi. Ne me contactez plus tant que vous ne serez pas prêt à rendre ce que vous avez volé. Puis j'ai bloqué leur numéro. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement pour commencer à faire mes cartons. À ma grande surprise, j'ai trouvé mes parents et plusieurs parents à qui je parlais rarement en train de faire ce qui ressemblait à une fête dans mon salon. Le voilà, a crié mon oncle Doug quand je suis entré. Le grand programmeur avec sa super nouvelle promotion. Ma mère s'est précipitée vers moi, agissant comme si de rien n'était. Adriane, chérie, j'ai essayé de t'appeler. On voulait fêter ça avec toute la famille. Je suis resté figé sur le seuil de mon propre appartement, regardant des proches se prélasser sur mes meubles, mangeant de la nourriture que je n'avais pas achetée, célébrant une promotion qui avait conduit à la pire trahison de ma vie. Me dirigeant vers la cuisine pour m'éloigner de la foule, j'ai surpris mon père en train de parler à ma tante, Linda. Ouais, Adriane s'en sort si bien, il a insisté pour nous aider. Il a remboursé nos cartes de crédit, acheté une voiture fiable à Emma. Il montre enfin un peu de reconnaissance pour tout ce qu'on a fait pour lui. C'est si généreux, a répondu tante Linda. Mes enfants pourraient en prendre de la graine. Mon père a ri. Bon, on a dû le pousser un peu. Tu sais comment sont ces jeunes, tous centrés sur eux-mêmes. Mais je dis toujours qu'on n'a pas vraiment réussi tant qu'on ne peut pas redonner à ceux qui nous ont élevés. Absolument, a convenu tante Linda. Alors, qu'est-ce que vous faites avec le reste de son argent? Patricia a toujours voulu voir le Japon, a répondu papa, en parlant de ma mère. On s'est dit qu'on allait le faire bien. Billets en première classe, beaux hôtels. Le prochain bonus d'Adriane devrait couvrir ça sans problème. Son prochain bonus. Il n'avait pas fini. Il s'attendait à ce que ce soit un arrangement continu. Un accès à mon argent quand il le voulait. Je me suis retiré dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre elle, mon esprit tournant à plein régime. Ce n'était pas un vol ponctuel. C'était le début d'un plan systématique pour m'exploiter financièrement pour les années à venir. Je devais partir, pas seulement de cet appartement, mais de cette dynamique familiale toxique. J'avais besoin d'espace pour penser, planifier et me protéger. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois depuis que j'avais été embauché. J'ai passé la journée à chercher un appartement, trouvant finalement un petit studio dans un immeuble sécurisé avec un portier. C'était plus cher que mon logement actuel, mais la sécurité vis-à-vis de ma famille valait le coût supplémentaire. Le vendredi, j'avais déménagé de mon ancien appartement, laissant les clés au gérant de l'immeuble. Je n'ai dit à personne où je vivais maintenant, ni à mes parents, ni à Emma, ni même à Zach. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées et formuler un plan. Mon nouvel appartement était dépouillé, juste un matelas par terre, mes vêtements et mon matériel informatique. Mais c'était à moi. Et pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Cette nuit-là, j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire pour me protéger de toute exploitation future. Nouveau compte dans une banque différente. Mot de passe changé pour tout, email, réseaux sociaux, compte professionnel. Nouveau numéro de téléphone. Gel de mon crédit pour empêcher quiconque d'ouvrir des comptes à mon nom. C'était un début, mais je savais que ce n'était pas assez. Tôt ou tard, je devrais confronter ma famille à ce qu'ils avaient fait. Et quand ce moment viendrait, je devais être préparé. Le lundi matin, je suis retourné au travail avec des cernes sous les yeux, mais l'esprit clair. Mon patron, Marc, l'a remarqué immédiatement. Week-end difficile, a-t-il demandé alors que nous nous croisions dans le couloir. Juste quelques problèmes de famille, ai-je répondu, pas prêt à partager les détails. Eh bien, ne laisse pas ça affecter ton travail. Le projet Henderson a besoin de toute ton attention. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers mon bureau, me plongeant dans le codage pour échapper à mes problèmes personnels. Vers midi, le téléphone de mon bureau a sonné. Un appel interne de la réception. Adriane, il y a une femme ici qui dit être votre mère. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste pour vous voir. Mon cœur s'est emballé. Comment avait-elle trouvé mon lieu de travail? Emma, probablement. Son amie travaillait dans un autre département. Dites-lui que je suis en réunion et que je ne peux pas être dérangé, ai-je ordonné, puis j'ai ajouté, en fait,
veuillez ajouter Patricia Collins à la liste des personnes non autorisées à entrer dans le bâtiment. Certainement, monsieur, a répondu la réceptionniste, l'air légèrement surprise. 1 heure plus tard, ma boîte de réception a signalé un message du compte de ma mère. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? La réceptionniste m'a traité comme une criminelle. Ton père et moi t'attendons pour dîner ce soir à 18 h. Nous devons discuter de ton comportement et de tes obligations financières envers cette famille. Obligations financières? Comme si je leur devais l'accès à mon compte en banque simplement parce que nous partagions le même ADN. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris rendez-vous avec les RH pour m'assurer que mes parents ne pourraient pas accéder à mon espace de travail ou aux informations sur mon emploi. La semaine suivante s'est écoulée dans un silence intense. J'ai changé de numéro de téléphone, mais ils ont trouvé des moyens de me contacter par le travail, par email, par des amis, même par un cousin à qui je parlais à peine. Chaque message avait le même thème, j'étais égoïste, ingrat, et je leur devais mon soutien. Puis est venue l'escalade. Je suis arrivé au travail un matin pour trouver ma sœur Emma qui attendait près de l'entrée du bâtiment. « Il faut que tu leur parles », a-t-elle dit en se mettant à ma hauteur. « Ils me rendent folle. » « Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu froidement. « Écoute, à propos de la voiture. La voiture que tu as achetée avec mon argent volé? Qu'est-ce qu'il y a avec? » Elle a au moins eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je ne savais pas qu'ils avaient pris l'argent sans demander. Ils m'ont dit que tu avais proposé. Et tu as cru ça? Quand est-ce que j'ai déjà donné des milliers de dollars comme ça? Emma a haussé les épaules. Les gens changent. J'ai pensé que peut-être la promotion t'était montée à la tête, t'avait rendu généreux ou je ne sais quoi. J'ai arrêté de marcher et lui ai fait face. Ils ont volé toutes mes économies, Emma. 2 ans à faire des heures supplémentaires, à sauter des vacances, à manger des nouilles instantanées au lieu de sortir avec des amis. Tout est parti. Ils disent que tu leur dois ça pour t'avoir élevé, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Tu crois ça, toi? Elle a hésité. Je ne sais pas. Peut-être pas comme ça, mais ils ont sacrifié beaucoup pour nous. Pour toi, ai-je corrigé. Je suis indépendant depuis que j'ai 18 ans. Ce n'est pas juste. Voler 14 000 $, ça ne l'est pas non plus. Nous sommes restés dans un silence gêné un instant. Que veux-tu que je fasse, a-t-elle finalement demandé. Vends la voiture. Rends-moi ma part de l'argent. Ses yeux se sont agrandis. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cette voiture pour le travail. Tu te débrouillais avant. Trouve une solution. Adriane, s'il te plaît. Au revoir, Emma. Je suis entré dans mon immeuble, la laissant plantée sur le trottoir. C'était dur, mais nécessaire. Emma avait été complice du vol, même si elle ne connaissait pas toute l'histoire au départ. Les actions ont des conséquences. Drame familial, au dîner de Noël, mon père m'a renié, alors je les ai reniés à mon tour. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Adriane Collins? A demandé une voix masculine. Qui est à l'appareil? C'est Paul Hernandez de la Boston Credit Union. J'appelle au sujet d'une demande de compte courant joint qui a été soumise hier. Mon sang s'est glacé. Je n'ai demandé aucun compte. Eh bien, nous avons une demande ici avec votre nom et votre numéro de sécurité sociale demandant l'ouverture d'un compte joint avec Patricia Collins. Ma mère essayait d'ouvrir des comptes à mon nom. C'est une fraude, ai-je dit fermement. Je n'ai pas autorisé cette demande. Après avoir passé 1 heure au téléphone à remplir des rapports de fraude, j'ai de nouveau appelé l'avocate. Cela avait dépassé le simple conflit familial. C'était maintenant de l'usurpation d'identité. Le dimanche suivant, mes parents sont allés plus loin. Ils se sont présentés dans un restaurant où je déjeunais avec Zach, m'ayant retrouvé d'une manière ou d'une autre, probablement via les réseaux sociaux. Adriane, ça suffit ces bêtises, a dit mon père d'une voix forte, s'installant dans notre banquette sans y être invité. Nous sommes toujours tes parents, et tu nous traiteras avec respect. Les gens aux tables voisines se sont retournés pour regarder. S'il vous plaît, partez, ai-je dit doucement. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ma mère a tendu la main par-dessus la table et a attrapé mon poignet. Nous t'avons mieux élevé que ça. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement?
ai-je demandé en retirant ma main. M'avez-vous payé mes études? Non, je l'ai fait moi-même. M'avez-vous aidé pour ma voiture? Non, je l'ai achetée moi-même aussi. M'avez-vous soutenu émotionnellement? Certainement pas, nous t'avons donné la vie, a-t-elle sifflé. Nous t'avons nourri, habillé. Le strict minimum requis par la loi, ai-je interrompu. Et maintenant vous pensez que cela vous donne droit à tout ce que je gagne. Le visage de mon père s'est assombri. Espèce de petit ingrat. Notre serveur est intervenu. Je vais devoir vous demander de baisser la voix ou de partir. Mêlez-vous de vos affaires, a claqué mon père. Papa, arrête, ai-je dit fermement. Tu fais une scène. C'est moi qui fais une scène? C'est toi qui as coupé les ponts avec ta propre famille. Ta mère pleure jusqu'à s'endormir toutes les nuits. Zach, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé. Monsieur Collins, je pense que vous et Madame Collins devriez partir avant que le gérant n'intervienne. Mon père l'a foudroyé du regard. Et qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire? Je suis le gars qui va appeler la sécurité si vous ne partez pas tout de suite, a répondu calmement Zach. Mes parents ont regardé autour d'eux, prenant soudain conscience de l'attention qu'ils attiraient. Avec un dernier regard furieux, mon père s'est levé. Ce n'est pas fini, Adrian. Si, en fait, ça l'est, ai-je répondu. Sauf si vous êtes prêt à rendre mon argent et à vous excuser. Ils sont sortis en trombe, laissant un silence gêné dans leur sillage. Mec, a dit Zach en se rasseyant, tu as besoin d'une ordonnance restrictive. J'ai hoché lentement la tête. Je crois que tu as raison. Plus tard dans la soirée, alors que j'entrais dans mon immeuble, ma sœur a appelé d'un autre numéro inconnu. Adrian, tu dois savoir quelque chose, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement sérieuse. Ils ont de vrais problèmes. Que veux-tu dire? Ils ont réhypothéqué la maison l'année dernière. Ils sont en retard sur les paiements. Papa joue au jeu d'argent. C'est grave. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je pense qu'ils ont pris ton argent pour sauver la maison, pas pour un voyage ou des clubs de golf. Ils sont en train de couler, Adrian. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Puis je me suis souvenu de la manière insensible dont ils avaient justifié leur vol. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, Emma. Non, a-t-elle convenu, me surprenant. Ça ne l'excuse pas. Mais j'ai peur pour eux. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon matelas nu, réfléchissant. Si Emma disait la vérité, la situation financière de mes parents était encore pire que je ne l'avais imaginé. Mais cela rendait leurs actions plus calculées, pas moins. Ils ne m'avaient pas volé impulsivement. Ils l'avaient planifié, ciblant mes économies comme solution à des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Le lendemain soir, contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de les rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table avec une vue dégagée sur les sorties et j'ai attendu. Ils sont entrés ensemble, l'air moins confiant que je ne les avais jamais vus. Les yeux de ma mère étaient gonflés d'avoir pleuré, et mon père semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Merci de nous rencontrer, a commencé maman alors qu'il s'asseyait. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement attendu. Papa s'est éclairci la gorge. Fiston, nous avons peut-être été un peu précipités dans la manière dont nous avons géré les choses. Précipité, ai-je répété. Vous avez volé 14 000 $, menacé de me mettre à la rue, tenté une usurpation d'identité et m'avez harcelé au travail. Ce n'est pas de la précipitation. C'est criminel. Maman a tressailli. Nous sommes tes parents, Adrian. Nous avions besoin d'aide. Alors vous auriez dû demander de l'aide, ai-je coupé. Vous n'avez pas le droit de décider de ce qu'il advient de mon argent. Nous étions désespérés, a admis papa. La banque menaçait de saisir la maison. Alors vous avez pensé que me voler était la solution. Pas de vendre tes clubs de golf ou les bijoux de maman, ou de déménager dans plus petit. Il fallait que ce soit mon argent. Ils ont échangé des regards. Nous sommes une famille, a dit maman, comme si cela expliquait tout. Une famille ne se vole pas, ai-je répondu fermement. Une famille respecte les limites. Que veux-tu de nous, a demandé papa, la voix creuse. Je veux récupérer mon argent. La totalité. Et je veux des excuses écrites reconnaissant que ce que vous avez fait était mal. Nous n'avons pas l'argent, a dit maman. Il est parti.
Alors vendez la maison. Vendez la voiture. Prenez des boulots de livreur de pizza s'il le faut. Trouvez une solution. L'expression de papa s'est durcie. Tu mettrais tes propres parents à la rue? Vous étiez prêt à me faire la même chose, lui ai-je rappelé. Les actions ont des conséquences. Alors c'est tout, a demandé maman, les larmes aux yeux. Nous ne comptons plus pour toi. J'ai pris une profonde inspiration. Vous avez choisi l'argent plutôt que notre relation, pas moi. Si vous voulez reconstruire la confiance, ça commence par réparer ça. Et si on ne peut pas? Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Je me suis levé, les laissant assis dans un silence stupéfait. En partant, j'ai ressenti un curieux mélange de tristesse et de force. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite claire avec mes parents. Qu'ils la respectent ou non, c'était maintenant leur choix. La confrontation au café a marqué un tournant. J'ai réalisé qu'espérer que mes parents développent soudainement une conscience morale était futile. Je devais prendre des mesures concrètes pour me protéger et éventuellement récupérer une partie de mes pertes. D'abord, j'ai engagé un nouveau conseiller financier recommandé par le service des RH de mon entreprise. Jason Chen était spécialisé dans l'aide aux jeunes professionnels pour établir des fondations financières solides. Ce qui vous est arrivé n'est malheureusement pas rare, a dit Jason après que je lui ai expliqué ma situation. L'exploitation financière familiale arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ensemble, nous avons créé un plan de protection complet. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une caisse populaire sans lien avec ma banque précédente. Nous avons établi une série de mots de passe sécurisés et de méthodes d'authentification qui ne pouvaient pas être facilement devinées ou consultées. J'ai mis en place une surveillance de crédit pour m'alerter de toute nouvelle demande à mon nom. Maintenant, a dit Jason en se penchant en avant, parlons de la récupération de votre argent. Est-ce seulement possible, ai-je demandé, sceptique. Possiblement par le biais de la cour des petites créances. La limite dans le Massachusetts est de $7 000, donc vous ne pourriez pas récupérer la totalité en une seule fois. Mais c'est un début. J'ai hoché la tête, prenant des notes. De quoi aurais-je besoin pour prouver mon cas? Toute preuve que l'argent a été pris sans permission. Des textos, des emails, des témoins qui les ont entendus admettre l'avoir pris. J'ai pensé à la réunion de famille où j'avais entendu mon père se vanter d'utiliser mon argent. Ma cousine Taylor était là aussi. Serait-elle prête à témoigner? Le lendemain, j'ai consulté un autre avocat, spécialisé dans les litiges financiers familiaux. Elle m'a aidé à rédiger une lettre de mise en demeure formelle à mes parents, décrivant exactement ce qu'ils avaient pris et les conséquences s'ils ne prenaient pas de dispositions pour le rembourser. Envoyez-la par courrier recommandé, a-t-elle conseillé. Cela crée une trace écrite montrant que vous avez tenté de résoudre cela sans passer par les tribunaux. En attendant une réponse, je me suis concentré sur la reconstruction de ma sécurité. J'ai changé tous mes mots de passe en utilisant un système complexe impossible à deviner. J'ai installé un gestionnaire de mots de passe avec une authentification à 2 facteurs. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 principales agences. Au travail, j'ai de nouveau rencontré les RH pour m'assurer que mes parents ne pourraient pas accéder à mes informations d'emploi ou de paie. J'aimerais changer mon contact d'urgence et m'assurer que mes parents ne peuvent accéder à aucune information me concernant, ai-je expliqué à la directrice des RH. Elle a semblé concernée. Tout va bien, Adriane? Indifférent familial, ai-je dit simplement. Je dois protéger mes informations personnelles. Elle a hoché la tête. Nous pouvons certainement mettre à jour votre dossier. Et pour information, nous ne divulguons jamais les informations salariales à qui que ce soit d'autre que l'employé. Merci, ai-je dit, soulagé. Et pouvons-nous nous assurer que les primes ou augmentations ne sont pas annoncées publiquement? Absolument. Votre rémunération est confidentielle. Une fois le travail sécurisé, je me suis tourné vers Emma. Malgré sa complicité, elle était aussi une victime de la manipulation de nos parents. J'ai organisé une rencontre avec elle dans un parc près de son lieu de travail. Je ne vends pas la voiture, a-t-elle dit dès qu'elle s'est assise. Je ne te le demande pas, ai-je répondu. Mais je veux que tu comprennes que ce qu'ils ont fait était mal. Elle a soupiré, triturant la manche de son gobelet de café. Je sais. Vraiment? Parce que tu semblais plutôt à l'aise de profiter de leur vol. Je t'ai dit que je ne savais pas qu'ils l'avaient volé. Ils ont dit que tu voulais aider pour la voiture. Et ça ne t'a pas paru suspect? Quand est-ce que j'ai déjà proposé de t'acheter une voiture?
Elle a détourné le regard. Je suppose que je voulais les croire. Nous sommes restés silencieux un moment. Ils t'ont utilisé aussi, Emma, ai-je finalement dit. Ils utilisent ton lien avec moi pour essayer d'avoir à nouveau accès à mon argent. Que veux-tu dire? Les appels, les textos, leur présence à mon travail. C'est toi qui leur dis où me trouver, n'est-ce pas? Elle a eu la décence d'avoir honte. Ils ont dit qu'ils voulaient juste te parler, s'excuser. S'ils voulaient s'excuser, ils m'auraient rendu mon argent. Emma a hoché lentement la tête. Ils sont vraiment dans une mauvaise passe, Adrian. Papa a perdu son travail il y a 3 mois. Il fait semblant d'aller travailler, mais en fait, il va au casino. C'était une nouvelle pour moi. C'est là que mon argent est allé? Une partie, probablement. Maman n'est pas au courant pour le jeu, elle pense qu'il travaille toujours. La situation était pire que je ne l'avais cru. Non seulement il m'avait volé, mais ils se mentaient aussi l'un à l'autre. Emma, écoute-moi attentivement, ai-je dit. Tu dois te protéger aussi. Vérifie ton rapport de crédit. Assure-toi qu'ils n'ont pas ouvert de compte à ton nom. Ses yeux se sont agrandis. Ils feraient ça? Ils m'ont volé 14 000 $ et n'ont montré aucun remords. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Que dois-je faire? Prends tes distances. Prends ton propre appartement si tu peux te le permettre. Ne leur donne pas accès à tes informations financières. Je ne peux pas simplement les abandonner, a-t-elle protesté. Je ne dis pas de couper les ponts complètement. Je dis de te protéger pendant qu'ils règlent leur propre désordre. Nous avons parlé pendant une autre heure et à la fin, Emma semblait comprendre la gravité de la situation. Elle a accepté d'être plus prudente quant au partage d'informations sur moi et a promis de vérifier son propre rapport de crédit. La lettre recommandée que j'avais envoyée à mes parents est revenue, refusée. Ils n'étaient même pas prêts à reconnaître ma tentative de résolution. Pendant ce temps, j'ai découvert qu'ils avaient contacté mes amis, ma famille élargie et même des collègues, me dépeignant comme un fils ingrat qui les avait abandonnés dans le besoin. Plusieurs parents m'ont appelé, m'exhortant à faire la paix avec mes parents. Ils ont fait des erreurs, mais ils t'aiment, a insisté ma tante Suzanne au téléphone. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont volé toutes mes économies, ai-je demandé. Ils ont dit qu'ils avaient emprunté de l'argent pour une urgence, et que maintenant tu refuses de leur parler. Ils n'ont rien emprunté. Ils l'ont pris sans permission. C'est du vol. C'est la famille, Adrian. Une famille, ça s'entraide. Encore cette phrase. Elle semblait être la justification de tout. Serais-tu d'accord si ton fils volait ton fonds de retraite? Ai-je demandé. Eh bien, bien sûr que non, mais... Alors n'attends pas de moi que je sois d'accord non plus. Une par une, j'ai eu ces conversations avec des membres de ma famille. Certains ont compris ma position une fois qu'ils ont entendu toute l'histoire. D'autres sont restés fermement du côté de mes parents, incapables ou refusant de voir leurs actions comme répréhensibles. Puis est venue une alliée inattendue. Ma tante Patricia, la sœur de ma mère, m'a appelé tard un soir. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit sans préambule. Et je veux que tu saches que je te crois. Vraiment? J'étais sincèrement surpris. Ils m'ont fait la même chose il y a 10 ans. Ils ont vidé un certificat de dépôt que j'économisais pour les études de ma fille. Ils ont dit que c'était pour une urgence médicale. Mais Robert a acheté un bateau le mois suivant. Apprendre que mes parents avaient un historique de ce comportement était à la fois une validation et profondément troublant. As-tu déjà récupéré l'argent, ai-je demandé. Non, a-t-elle soupiré. J'étais trop gêné pour les poursuivre en justice, mais j'ai gardé mes distances depuis. Tu as raison de te protéger, Adrian. Merci de me dire ça, ai-je dit, sentant un poids se lever de mes épaules. Enfin, quelqu'un qui comprenait sans jugement. Si tu as besoin d'un témoin pour quoi que ce soit de légal, je suis disponible, a-t-elle offert. J'ai des emails où Patricia a admis avoir pris l'argent, prétendant qu'elle me rembourserait un jour. Avec le soutien de tante Patricia et les documents que j'avais rassemblés, je me sentais prêt à passer à l'étape suivante. J'ai intenté une action en justice devant la Cour des petites créances contre mes parents pour le montant maximum de 7 000 $. Le lendemain du jour où ils ont été assignés à comparaître, Emma m'a appelé en panique. Papa est en train de péter les plombs, a-t-elle dit. Il menace de te déshériter, de te retirer du testament, toutes sortes de choses.
Je m'en fiche, ai-je répondu honnêtement. Tout héritage serait probablement une dette de toute façon. Maman parle de vendre ses bijoux. Je pense qu'elle est sérieuse pour essayer de te rembourser. C'était la première nouvelle encourageante que j'entendais. Combien pourrait-elle en tirer? Je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 000 $. Ce sont surtout des bijoux fantaisie, mais elle a quelques pièces de valeur de grand-mère. Dis-lui que c'est un début, ai-je dit. Mais je ne retire pas ma plainte tant que je n'aurai pas vu d'argent réel. 3 jours plus tard, Emma s'est présentée à mon immeuble avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 500 $ en espèces et un mot manuscrit de ma mère. Adriane, ceci provient de la vente de mes bijoux. Je suis désolé d'avoir pris ton argent sans permission. Nous étions désespérés, mais ça ne le rend pas juste. J'essaierai d'en obtenir plus. Maman. Ce n'était pas le montant total et les excuses étaient vagues, mais c'était quelque chose. J'ai texté Emma, dit à maman que j'ai reçu l'argent et que j'apprécie l'effort. Je le déduirai du total, mais nous irons toujours au tribunal à moins que la totalité ne soit remboursée. Le lendemain, Emma m'a envoyé par texto la photo d'un reçu montrant qu'elle avait vendu sa voiture, ma voiture, en fait, pour 6 000 $. Je garde assez pour une voiture d'occasion bon marché, a-t-elle écrit. Le reste est à toi. Au final, entre les bijoux de ma mère et une partie de la vente de la voiture, j'ai récupéré un peu plus de 7 000 $, la moitié de ce qui avait été pris. Ce n'était pas parfait, mais c'était plus que ce que je m'attendais à récupérer. J'ai accepté d'abandonner l'affaire en échange d'une reconnaissance signée de mes 2 parents qu'ils avaient pris l'argent sans permission, et d'une promesse de ne plus jamais tenter d'accéder à l'un de mes comptes à l'avenir. Mon père a signé à contre-cœur, ma mère les larmes aux yeux. Aucun des deux n'a pleinement reconnu la profondeur de leur trahison, mais ils avaient au moins fait face à certaines conséquences de leurs actions. Juste au moment où je pensais que la situation se stabilisait, mes parents sont passés à un niveau d'escalade que je n'avais jamais anticipé. Un mardi matin, alors que je me dirigeais vers une importante réunion client, ils se sont présentés à mon travail sans préavis. Monsieur, il y a un couple à la réception qui insiste pour vous voir, m'a dit mon chef d'équipe en me prenant à part. Ils disent que ce sont vos parents et que c'est une urgence. Mon cœur s'est serré. Ce n'est pas une urgence. Ils essaient de créer des problèmes. Dois-je appeler la sécurité? J'ai hésité. Faire escorter mes parents par la sécurité créerait exactement le genre de scène qu'ils voulaient. Laissez-moi m'en occuper, ai-je dit en me dirigeant vers la réception. Ils se tenaient au milieu de la salle d'attente, mon père le visage rouge et ma mère tamponnant de fausses larmes. Adriane, a-t-elle pleuré de façon théâtrale en me voyant. Dieu merci. Nous essayons de te joindre depuis des jours. Plusieurs de mes collègues se sont retournés pour regarder. C'était exactement ce que je ne voulais pas, il n'y a pas d'urgence, ai-je dit calmement, mais fermement. Et vous connaissez mon numéro de téléphone si vous aviez besoin de me joindre. Comment as-tu pu traîner tes propres parents en justice, a exigé mon père d'une voix forte. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Les gens regardaient vraiment maintenant. Je devais les faire sortir de là avant que cela ne nuise à ma réputation professionnelle. Parlons dehors, ai-je dit en désignant la porte. Nous n'irons nulle part tant que tu ne t'expliqueras pas, a insisté papa, sa voix montant encore. Tout le monde ici devrait savoir quel genre de fils tu es. À ce moment-là, mon patron Marc est sorti d'une salle de conférence. Y a-t-il un problème ici, a-t-il demandé, son expression neutre mais son ton sévère. Ce sont mes parents, ai-je expliqué. Ils étaient sur le point de partir. Certainement pas, a protesté ma mère. Nous sommes venus pour raisonner notre fils qui. M et Madame Collins, a interrompu Marc. Je suis Marc Davison, le manager d'Adriane. Quels que soient les problèmes familiaux que vous rencontrez, ce n'est pas l'endroit pour les résoudre. Je vais devoir vous demander de partir avant que j'appelle la sécurité. Très bien, a claqué mon père. Mais tout le monde devrait savoir qu'Adriane poursuit ses propres parents en justice alors que nous sommes sur le point de perdre notre maison. Alors qu'ils étaient escortés par la sécurité, ma mère s'est tournée pour s'adresser à la réception maintenant silencieuse. Il laisserait ses propres parents devenir sans abri pour un prêt. Un prêt. Il qualifiait encore le vol de prêt. Marc s'est tourné vers moi après leur départ. Prends le reste de la journée, Adriane. Occupe-toi de ça. Je suis désolé pour ça, ai-je dit, mortifié. Ils m'ont volé de l'argent. Il a levé la main.
Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Mon père a vidé mon fonds d'études pour acheter une moto quand j'avais 18 ans. Je comprends. Sa compréhension était inattendue et profondément appréciée. Merci, ai-je dit simplement. Assure-toi juste que ça ne se reproduise pas. C'est un lieu de travail. J'ai hoché la tête et suis retourné à mon bureau pour rassembler mes affaires. La nouvelle de la scène s'était déjà répandue dans le bureau, et je pouvais sentir des yeux curieux me regarder. Alors que je partais, une collègue nommée Diana s'est approchée de moi. Et, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Merci, ai-je dit, embarrassé. Ma mère m'a fait quelque chose de similaire il y a quelques années, a-t-elle poursuivi. Elle a pris des cartes de crédit à mon nom, les a utilisées au maximum. Il m'a fallu 2 ans pour nettoyer mon crédit. Comment as-tu géré ça? Ai-je demandé, sincèrement curieux. J'ai fini par porter plainte. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était le seul moyen de rétablir mon crédit. Votre relation a-t-elle survécu? Elle a souri tristement. Nous ne nous parlons plus beaucoup maintenant, mais honnêtement, c'est probablement mieux ainsi. Ce soir-là, déterminé à comprendre toute l'étendue de la situation financière de mes parents, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. Je les ai recherchés dans les registres publics. Ce que j'ai trouvé m'a choqué, 3 privilèges sur leur maison, un jugement d'une société de cartes de crédit, une procédure de saisie en cours et, le plus troublant, une déclaration de faillite datant de 5 ans dont je ne savais rien. Ils n'étaient pas tombés dans des difficultés financières récemment. Ils étaient financièrement irresponsables depuis des années, voire des décennies, et maintenant ils s'attendaient à ce que je les renfloue, que je sois la solution à des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Armé de cette connaissance, j'ai appelé Emma. Savais-tu que maman et papa ont déclaré faillite il y a 5 ans, ai-je demandé sans préambule. Elle est restée silencieuse un moment. Oui, a-t-elle finalement admis. Ils m'ont fait promettre de ne pas te le dire. Pourquoi? Ils étaient gênés, je suppose. Et ils avaient peur que tu arrêtes de les aider si tu savais à quel point la situation était mauvaise. Les aider? Quand est-ce que je les ai déjà aidés financièrement? Une autre pause. Adriane, ils prennent de l'argent sur ton compte depuis que tu es à l'université. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. De quoi tu parles? Tu te souviens de ce compte joint que tu as ouvert à 18 ans? Celui pour tes frais de scolarité? Ils n'ont jamais retiré leur nom. Ils ont transféré de petites sommes, 50 par-ci, 100 par-là, pendant des années. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. Le compte joint avait été l'idée de mon père, un moyen facile de déposer de l'argent pour les frais de scolarité et les livres. Je pensais qu'il était fermé depuis des années. Combien, ai-je réussi à demander? Je ne sais pas exactement, des milliers probablement au fil des ans. Cela expliquait tellement de choses, pourquoi ils semblaient toujours savoir quand j'étais payé, pourquoi ils appelaient pour demander des prêts quand j'avais un surplus sur mon compte, pourquoi ils étaient si en colère quand j'ai déplacé mes économies vers un nouveau compte auquel ils ne pouvaient pas accéder. Pourquoi tu me dis ça maintenant, ai-je demandé. Parce qu'ils parlent de me le faire maintenant, a-t-elle dit doucement. Papa m'a demandé de l'ajouter à mon compte courant hier, juste en cas d'urgence. Une vague de protectionnisme m'a envahi. Malgré tous ses défauts, Emma était toujours ma sœur. Ne le fais pas, ai-je dit fermement. Ne leur donne accès à rien. Je sais. Je lui ai déjà dit non. Bien. Écoute, nous devons leur parler ensemble. Présenter un front uni. Nous avons organisé une réunion dans un restaurant le lendemain soir, en terrain neutre, où ils ne pourraient pas faire trop de scènes. Ils sont arrivés sur la défensive, déjà prêts à se battre. De quoi s'agit-il, a exigé mon père en se glissant dans la banquette. Nous savons pour la faillite, ai-je dit sans préambule. Et pour l'argent que vous prenez sur mes comptes depuis des années. Le visage de ma mère est devenu pâle. Celui de mon père s'est empourpré. Emma, a-t-il claqué. Tu avais promis de ne jamais. Ne la blâme pas, ai-je interrompu. Il s'agit de vos actions, pas des siennes. Nous sommes tes parents, a dit ma mère, retombant sur sa justification habituelle. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Prendre de l'argent sur mon compte sans permission, c'était pour mon bien? Expliquez-moi cette logique. Tu avais plus que ce dont tu avais besoin, a dit mon père d'un air dédaigneux. Nous nous sommes assurés que tu ne sois pas gâté. En me volant?
En t'apprenant la valeur de l'aide familiale, a-t-il répliqué. Emma, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Papa, tu m'as demandé de t'ajouter à mon compte courant hier. Pourquoi? Il s'est agité, mal à l'aise. Juste pour avoir un accès en cas d'urgence. La vérité, a-t-elle insisté. Mon père a détourné le regard. Ma mère fixait ses mains. Nous sommes de nouveau en retard sur l'hypothèque, a-t-elle finalement admis. La banque menace de saisir la maison. Même après avoir pris mes 14 000 $, ai-je demandé, incrédule. Ce n'était pas assez, a marmonné mon père. Nous avions d'autres dettes. Comme quoi? Autre silence gêné. Comme quoi, ai-je répété plus fermement. Ton père a un problème de jeu, a dit ma mère, sans toujours lever les yeux. Il a emprunté à des gens à qui il ne faut pas emprunter. Des usuriers. Mon père s'était accoquiné avec des usuriers. Mon Dieu, ai-je soufflé. C'est bien pire que ce que je pensais. Nous avons besoin d'aide, a dit ma mère, croisant enfin mon regard. Une vraie aide cette fois. Pas une aide financière, ai-je dit fermement. Vous avez prouvé qu'on ne peut pas vous faire confiance avec l'argent. Mais je vous aiderai à trouver des ressources, conseils financiers, soutien pour la dépendance au jeu, peut-être une nouvelle protection contre la faillite. Nous n'avons pas besoin de conseils, a protesté mon père. Nous avons besoin d'argent. Non, avons-nous dit Emma et moi simultanément. Mon père a regardé de l'un à l'autre, apparemment choqué par ce front uni. Après tout ce que nous avons fait pour vous deux. Arrête, les jeux coupés. Cette rengaine ne marche plus. Voici ce qui va se passer. J'ai un ami qui est conseiller financier. Vous allez le rencontrer, suivre ses conseils et gérer vos problèmes comme des adultes. En retour, je ne poursuivrai pas d'autres actions en justice pour l'argent que vous avez volé. Et, a ajouté Emma, vous allez signer quelque chose promettant de ne plus jamais accéder à l'un ou l'autre de nos comptes. Ou quoi, a défié mon père. J'ai sorti mon téléphone et les brandis. Où j'envoie cet enregistrement de vous admettant m'avoir volé de l'argent pendant des années à la police. Mon État avait le consentement d'une seule partie pour les enregistrements. Ce qu'ils avaient fait était du vol, pur et simple. Et maintenant, j'avais la preuve. La couleur a quitté le visage de mon père. Tu n'oserais pas, mettez-moi au défi, ai-je dit d'un ton égal. Cette nuit-là a marqué le véritable tournant. Pour la première fois, mes parents semblaient comprendre que leurs actions avaient de réelles conséquences. La dynamique du pouvoir avait changé de manière irréversible. Mon père a accepté de chercher de l'aide pour sa dépendance au jeu. Ma mère s'est engagée dans un conseil financier. Tous deux ont signé un document reconnaissant leur accès non autorisé à mes comptes et promettant de ne plus jamais le faire. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un début. Alors qu'Emma et moi marchions vers nos voitures après la réunion, elle m'a donné un coup de coude. C'était impressionnant, tu sais, de leur tenir tête comme ça. J'ai souri tristement. En fait, c'était assez horrible. Ouais, a-t-elle convenu. Mais nécessaire. Tu penses qu'ils vont tenir parole? Elle a haussé les épaules. Peut-être. S'ils ne le font pas, au moins on aura essayé. Au moins on aura essayé, ai-je répété. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. L'argent était toujours parti, mais j'avais retrouvé quelque chose de plus précieux, mon autonomie et mon respect de moi-même. 6 mois ont passé. Fidèles à leurs paroles, mes parents ont suivi un conseil financier et mon père a rejoint les joueurs anonymes. J'ai gardé mes distances, exigeant des mises à jour détaillées d'Emma plutôt que de communiquer directement avec eux. La confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire, si elle peut l'être un jour. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma situation financière. Ma promotion avait augmenté mon salaire, et sans le fardeau des urgences constantes de mes parents, je me suis retrouvé capable d'économiser à nouveau. C'était plus lent cette fois. J'étais plus prudent, plus réfléchi avec chaque dollar. Mon nouvel appartement est devenu un foyer. J'ai investi dans un vrai lit, un canapé confortable, un bureau pour mon ordinateur de petit luxe qui me rappelait que mon argent était à moi, à utiliser comme bon me semblait. Ma relation avec Emma s'est approfondie. Elle avait suivi mon conseil et emménagé dans son propre appartement, établissant son indépendance vis-à-vis de nos parents pour la première fois de sa vie. Nous dînions ensemble chaque semaine,
comparant nos notes sur la vie d'adulte et nous soutenant mutuellement dans nos limites avec nos parents. Papa a encore demandé de l'argent hier, m'a-t-elle dit un vendredi soir autour d'une pizza. Juste 20 $ pour l'essence, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé. Je lui ai dit non. Elle a souri fièrement. C'était dur, mais je l'ai fait. Bien joué. Il s'est fâché. Il a dit que je devenais comme toi. Elle a souri. Je lui ai dit que j'espérais bien. 3 mois après le début de leur conseil financier, mes parents ont vendu leur maison, celle qu'ils avaient failli perdre à la saisie plusieurs fois. Ils ont déménagé dans un petit condo, réduisant considérablement leurs dépenses mensuelles. C'était une décision pratique, bien que tardive. Au bout de 9 mois, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas un email ou un texto, mais une vraie lettre manuscrite. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3 000 $ et un mot. Adrian, voici un autre paiement pour ce que nous t'avons pris. Le conseiller financier nous a aidés à créer un plan de remboursement. Tu recevras 500 $ chaque mois jusqu'à ce que la totalité soit restituée. Nous savons que l'argent seul ne peut pas reconstruire la confiance, mais nous espérons que c'est un début. Avec regret et amour, maman. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était un progrès sincère. J'ai déposé le chèque, m'attendant à moitié à ce qu'il soit sans provision. Il ne l'était pas. Fidèles à leur parole, 500 $ sont arrivés chaque mois par la suite. J'ai tout mis sur un compte d'épargne séparé, ne sachant pas si cela continuerait, pas tout à fait prêt à compter dessus. 1 an après le vol initial, j'ai signé l'achat de ma première maison, un petit condo d'une chambre dans un immeuble sécurisé. Ce n'était pas l'endroit dont j'avais rêvé au départ, mais c'était à moi, acheté avec l'argent que j'avais gagné et protégé. Emma m'a aidé à emménager, s'extasiant sur les planchers de bois franc et le petit balcon avec vue sur un parc voisin. Tu l'as fait, a-t-elle dit alors que nous nous effondrions sur mon canapé après avoir monté le dernier carton. Malgré tout, tu l'as fait. On l'a fait, l'ai-je corrigé. Tu es dans une meilleure situation aussi. Elle a hoché la tête, pensive. Je n'aurais jamais déménagé si tout ça n'était pas arrivé. Aussi horrible que ce soit, peut-être qu'on avait besoin de ce réveil brutal. Ce soir-là, alors qu'Emma rentrait chez elle, je me suis assis seul dans mon nouvel espace et j'ai réfléchi au douloureux voyage de l'année écoulée. J'avais perdu 14 000 $, dont j'avais récupéré la moitié. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je pouvais me défendre, même contre les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. J'avais appris que la famille signifie le respect, pas l'exploitation. Que les limites sont nécessaires, même et peut-être surtout avec les parents. La leçon la plus difficile avait été d'accepter que les parents que je voulais encourageants, respectueux, financièrement responsables n'étaient pas les parents que j'avais. Je devais faire face à la réalité de qui ils étaient, pas au fantasme de qui j'aurais aimé qu'ils soient. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Félicitations pour ta nouvelle maison. Ton père et moi sommes fiers de toi. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Merci. Peut-être que vous pourrez passer un de ces jours. Ce n'était pas le pardon, pas complètement, mais c'était une ouverture, une possibilité. Le processus de guérison serait long. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Mais j'étais en chemin. Nous l'étions tous, à notre manière. Les 14 000 $ qu'ils ont pris m'ont appris des leçons qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que le véritable amour ne vient pas avec des conditions financières. Que parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire pour une relation est de fixer des limites fermes. Plus important encore, j'ai appris que la sécurité financière ne se résume pas aux chiffres sur votre compte en banque. Il s'agit de se protéger de ceux qui exploiteraient votre générosité, même s'ils partagent votre ADN. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents est prudente, mais cordiale. Nous nous parlons occasionnellement, nous nous voyons pour les fêtes, mais les questions financières restent strictement interdites. Emma s'est épanouie en une femme plus confiante et indépendante, prudente avec son argent et protectrice de ses limites. Quant à moi, je continue de construire ma carrière et mes économies, un jour à la fois. La trahison fera toujours partie de mon histoire, mais elle ne me définit plus. C'est plutôt un chapitre qui m'a rendu plus sage, plus fort et plus compatissant envers les autres qui ont vécu des trahisons familiales similaires. Si quelqu'un en qui vous aviez confiance a déjà violé cette confiance, en particulier dans la famille, sachez que vous n'êtes pas seul.
Il est normal de se protéger. Il est normal de fixer des limites, et il est absolument normal d'attendre mieux des personnes qui prétendent vous aimer. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille au sujet de l'argent ou d'autres questions? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle sur la navigation dans des dynamiques familiales compliquées. Rappelez-vous, partager votre histoire peut être le premier pas vers la guérison.